Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 269. Bon Louis, tu as été notre petite souris ce week-end sur le championnat d'Europe. J'espère que tu nous as trouvé des petites anecdotes qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc c'est parti pour ce GCN Show. Il y a du beau monde sur le vélo, mais aussi en dehors, parce que je suis avec Maurice. Alors Maurice, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Maurice Isier. Et alors il me semble que vous avez eu quelques beaux succès sur un vélo. Ben oui, le meilleur que j'ai eu, c'est l'étape du Tour de France en 68. Donc arrivé à Melun l'avant-dernier jour, donc c'est un bon souvenir. Et puis en dehors de ça, j'ai gagné quand même une dizaine de courses chez les professionnels. Donc ni plus ni moins qu'un vainqueur d'étape du Tour de France. Bon Louis, raconte-nous un peu ton petit week-end de championnat d'Europe. Eh bien avant ça Max, parce que je reviens des Europes avec quelques petites surprises, mais pas seulement. Je t'ai préparé le goûter, parce qu'avant de parler de tout ça, on a une super nouvelle à vous annoncer. C'est sympa ça. Et oui, c'est sympa, regarde. Tu as du café avec? J'en ai plein les poches. Alors ça, c'est ça, pour quand tu as à rouler sur tes longues sorties, mais on a aussi d'autres produits du type granola, mais ça je l'ai gardé pour moi, et mes petits pancakes à la farine de patates douces. Dis donc, on n'aurait pas un nouveau partenaire nutrition? C'est pas ça que tu es en train de me dire Louis? Comment t'as deviné, Maxime? Attends, je mange pendant ce temps. T'as raison, goûte ces petits pancakes. Alors 4 œufs, un peu de farine de patates douces et le tour est joué. Tu m'en diras des nouvelles parce que nous sommes ravis de vous annoncer un partenariat avec la marque française NutriPure. Alors cette marque a été fondée par deux frères. Alors ça, forcément, moi ça me parle particulièrement, à Christophe et Florent. Et notamment Christophe était champion de France de karaté et il s'est blessé, ça arrive, et dans sa rééducation il a voulu passer par notamment la nutrition et la complémentation pour gagner du temps, pour revenir plus vite sur les tatamis, sauf qu'il n'a pas trouvé ce qui lui convenait sur le marché, et donc c'est là qu'il s'associe avec son frère qui lui était ingénieur et entrepreneur, et donc en alliant toutes leurs qualités, ils ont fondé la marque NutriPure avec un cahier des charges extrêmement strict. Tout simplement, c'était un athlète de haut niveau et un entrepreneur, et donc ils ont voulu le meilleur et garder cet esprit haut niveau et performance pour avoir le meilleur sur le marché. Et donc ça donne la marque NutriPure pensée pour la performance tout en respectant le corps et la santé sur le long terme. C'est un état d'esprit que l'on partage ici à GCN, prendre soin de sa santé aujourd'hui pour performer demain, avec des produits fabriqués en France et un sourcing, c'est-à-dire l'origine des matières premières, travaillé, surveillé de près, de la base jusqu'à la mise en rayon et la vente en direct sur le site internet. Bon, et en plus, quand on dit qu'on va pouvoir les essayer, les produits, moi je vois marqué longue distance, barre énergétique moelleuse. Bon, autant vous dire que là, celle-ci, plus les gels, plus les sachets, bon, en fait tout ça, je vais quand même les tester et les malmener le plus possible pour vraiment voir si on peut aller plus vite, quoi. Clairement. Oui. Alors, tu as cité la gamme Endurance, qui est la nouveauté 2025, qui aujourd'hui se compose de deux boissons, une boisson de récup, des gels, aussi une version en sachet pratique pour emmener dans la sacoche. Ça, moi, j'ai hâte de l'avoir pour les entraînements. Des barres, évidemment. Il y a aussi une gamme musculation, avec notamment les produits type protéines, tout ça, parce qu'on parle souvent de ton body, mais je pense qu'il faut pas attaquer maintenant pour 2026. Non, mais je vais attaquer là. Mais bien sûr, c'est plus que ça, toute la gamme musculation et enfin la gamme santé avec notamment tous les compléments alimentaires. On parlera sans doute du collagène tout au long de nos vidéos, mais aussi pour les tendinites, magnésium par exemple, parce que ça peut arriver assez vite, surtout qu'on prépare quelques vidéos sur la course à pied, donc on risque d'avoir besoin d'un petit coup de pouce, un coup de pied, oserais-je dire, pour éviter les blessures en bons cyclistes que nous sommes. Et pour vous, chers auditeurs, eh bien c'est l'occasion enfin, après tout ce que vos nombreuses demandes, de faire plus de contenu sur la nutrition, qu'elle soit sur les produits ou qu'elle soit faite maison. Oui, en tout cas, ça se voit que la recette ne vient pas de toi parce que honnêtement, ils sont plutôt pas mauvais, hein, ouais. Ces pancakes. Moi, je suis ravi de les manger parce que j'ai pas déjeuné encore. Bon, revenons sur notre championnat d'Europe. Championnat d'Europe, en fait, c'est une course qui est une semaine après le championnat du monde. Et j'ai l'impression, ces dernières années, en fait, c'est une course qui est quand même assez jeune. Ça existait chez les juniors depuis les années 70, mais globalement, pour les élites, c'est depuis 2016. Et c'est vrai que l'intérêt de ce championnat d'Europe, de temps en temps, bon, clairement, il passe un peu inaperçu. Là, une semaine après le championnat d'Europe, après le championnat du monde, qui a été exceptionnel, remporté par Tadej Pogačar et tout, on s'est dit, bon, moi je me suis dit clairement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Donc toi, du coup, tu es allé sur place, voir un peu si ça fumait du bitume, on va dire. Et voilà. Visiblement, tu n'as pas été déçu quand même, parce que la course, j'ai jeté un petit coup d'œil aux courses, justement. C'était quand même assez agressif. Alors, pour revenir au sujet de base que tu évoquais, la place
du championnat du monde dans le calendrier et surtout sa valeur par rapport à d'autres championnats d'Europe. Par rapport à d'autres compétitions, on a tout simplement posé la question à Tadej Pogačar, à Thomas Voeckler, bref, aux acteurs principaux de cette semaine. Et alors, c'est assez rigolo parce que ces acteurs principaux, notamment Tadej Pogačar, estiment que le championnat d'Europe, alors il est aussi là parce que sa copine Urska Sigart était là, donc il a dit que, voilà, comme on a dans ce petit extrait de la conférence de presse, il dit qu'il est content que Urska soit là et ça a participé à sa décision de venir parce que ça leur permet de passer le Oui, parce qu'il était incertain juste après le championnat du monde. Oui, parce que l'enchaînement championnat du monde, championnat d'Europe est extrêmement difficile, mais c'est surtout l'enchaînement Rwanda-Europe qui est difficile. Bien sûr. Enfin, de changer de continent, de changer complètement de climat en quelques jours, en moins d'une semaine, c'est extrêmement dur. Notamment pour les coureurs qui participent à plusieurs épreuves. Par exemple, Juliette Labou ou Cédrine Kerbol pour l'équipe de France, elles ont fait les 2 chronos individuels, les 2 chronos par équipe et les 2 courses en ligne en l'espace de 8 jours. Ouais, bon après les chronos mixtes, elles ont bien fait de les faire quand même. Elles ont bien fait de les faire parce qu'elles sont vice-championnes du monde et championnes d'Europe et ça c'est vraiment cool. Et, mais du coup pour les coureurs élite, on va dire, on voit que Tadej Pogačar justement, il n'a pas fait les mêmes épreuves que Remco Evenepoel par exemple. Mais il a fait les 2 chronos et les 2 courses en ligne. Il n'a pas fait le chrono championnat d'Europe. Il n'a pas fait le chrono au championnat d'Europe. Je pense qu'il a su qu'il se ferait battre à nouveau et que donc il a fait l'impasse. Ce qui lui a accordé une journée de récupération supplémentaire. Par contre, il a clairement dit dans la presse, pendant sa conférence de presse, notre ami Tadej, que ce championnat d'Europe avait tout simplement un peu moins de valeur qu'une grande classique ou qu'un titre international. Ce qui rajoute un petit peu de bénéfice à cette course, c'est le fait de porter un mode distinctif pendant une année, quelque chose qui a été souligné également par Demi Vollering. Mais le problème, c'est que est-ce que ce maillot distinctif, justement, il a autant d'intérêt qu'un maillot de champion du monde ou même qu'un champion national? On est très habitué aux champions des États-Unis par exemple, aux champions de France, aux champions de Suisse. C'est des maillots. C'est pas tous les jours qu'il court en Europe. Non, mais généralement quand il est sur une course, il est là, on voit le maillot. Quinn Simmons, on le voit. Tu vois, parce que c'est Quinn Simmons, mais voilà. C'est pas tout le temps qu'on voit ce maillot. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un maillot qu'on a l'habitude de voir. Le maillot de champion du monde, c'est pareil. Est-ce que le championnat d'Europe, est-ce que le maillot est peut-être un peu fade au design? Est-ce qu'il est trop récent? Parce que ça fait que depuis 2016 finalement. Non, alors ce qui se passe, le design est quand même assez unanimement reconnu. Alors certes, il est blanc et c'est pas ce qu'il pète, mais il est quand même très beau. Un peu fade. Non, en tout cas, Tadej a dit qu'il était très beau et que Voeckler aussi. Et voilà. Tadej, c'est pas ce qu'il gagne. Et oui, c'est un peu l'idée. Mais par contre, il va se passer avec Pogačar la même chose qui s'est passée lors de la première édition, tu as évoqué 2016, et la victoire de Peter Sagan, qui lui aussi était champion du monde. Et de fait, le maillot de champion d'Europe n'est pas porté. En fait, il n'est pas toujours porté, et ça, forcément, ça nuit à sa visibilité, comme tu disais. C'est clair. Et forcément, ça ralentit un petit peu l'essor de cette course. Si Peter Sagan, au lieu d'être champion du monde, avait été champion d'Europe la première année de l'épreuve, forcément, ça aurait eu plus de résonance et ça aurait tout de suite accordé de l'importance à ce maillot dans l'idée de dire j'ai gagné la même course, on va viser la même victoire qu'un Peter Sagan, qui est évidemment l'un des plus grands champions de notre siècle et même de l'histoire. Et on peut remarquer sur le palmarès, je pense que c'est une course qui a été un petit peu frileuse sur les parcours proposés, sur sa place aussi dans le calendrier qui cherche encore, parce que quand on voit les vainqueurs, alors on a de très beaux vainqueurs, mais c'est souvent un peu le même profil d'un sprinter un peu passe-partout. On a eu un Colbrelli, on a eu un Matteo Trentin, un Christophe Laporte, et c'est pas forcément des coureurs qui gagnent 15 courses à l'année comme Tadej Pogačar. Exception faite ces dernières années. Alors d'un Laporte, nous on était contents parce qu'il était français, mais malheureusement sa saison championne d'Europe c'est pas super bien passé. Par contre, il était beau avec le maillot. C'était actuel, il est beau ce maillot. Et le vélo. Il y avait un combo. Et voilà, les marques ont commencé à jouer le jeu tout simplement parce que quand c'est toujours les mêmes coureurs qui sont champions du monde, on a eu 3 fois Peter Sagan, on a eu 2 fois Alaphilippe, on a eu 2 fois série en cours Tadej Pogačar, et bien les marques et les équipes vont mettre l'accent sur les autres victoires et sur les autres maillots, tout simplement pour sortir du lot et se faire remarquer. Et ça va, alors ça aurait pu du coup donner de l'importance à ce titre de champion d'Europe et à ce maillot de champion d'Europe. Mais voilà, il y a un Tim Merlier par exemple qui était vainqueur sortant, qui du coup a une 15aine de victoires cette saison. Ça aide à ce qu'on ait fait un petit peu monter la sauce, j'ai envie de dire, sur ce maillot qu'on a beaucoup vu, et du coup ça attire l'œil et on commence à se dire c'est vrai que les champions d'Europe c'est pas rien. Et du coup, ça redonne de la valeur à ce titre. Et la course de cette année, les coureurs se sont beaucoup plaints et les équipes se sont beaucoup plaints du fait que ça enchaînait avec les championnats du monde. Complètement. Et effectivement, c'est extrêmement difficile d'enchaîner les deux. On a vu par exemple dans l'équipe de France Élite Femmes un virus un peu intestinal qui a circulé et qui a décimé une bonne partie. Chez les hommes aussi. Alors, un peu moins chez les hommes. Les remplacements chez les hommes étaient des mots de Thomas Voeckler à la conf de presse. Les remplacements chez les hommes étaient tous prévus. Alors après, on sait que Thomas, il est fort aussi pour créer une stratégie aussi derrière le micro.
Mais en tout cas, selon lui, tous les changements étaient prévus, ce qui n'était pas le cas chez les femmes, puisqu'on a vu les abandons de Maëva Skiban et de Pauline Ferrand-Prévot qui ont laissé leur place à forcément des coureuses d'Elixine Mirmont et Célia Lemuel, qui sont effectivement talentueuses, mais on ne peut pas remplacer Pauline. Personne ne peut remplacer. À l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais force est de constater que malgré cette position challengeante, on va dire, et pas unanimement partagée par les coureurs, et ben c'est le championnat du monde le plus relevé de l'histoire. Mais bien sûr, mais par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème on va y arriver. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème justement sur la communication? Parce qu'en fait, ce championnat d'Europe s'est déroulé en France. Et j'ai eu l'impression qu'on en a entendu parler la semaine avant. Effectivement. C'est quand même un événement européen du cyclisme mondial, parce que les meilleurs coureurs du cyclisme mondial sont européens à l'heure actuelle. C'est une constatation. Et finalement, on entend à peine parler. Donc, est-ce que ça vient de la part des promoteurs qui clairement, hein, la sous-classe, on va dire, en termes de communication, ou est-ce que c'est juste la marche à suivre pour le développement de cette course? Comme tu as dit, d'avoir des vainqueurs différents, ce sont de bonnes choses. Bon, après, avec Remco Evenepoel qui a gagné les 2 chronos. Ça, c'est pas bien. Et Tadej Pogacar qui a gagné les 2 courses. Ouais, honnêtement, on va pas le voir, le maillot. On a le même problème avec Reusser qui a gagné, le problème. La même situation avec Reusser qui gagne le mondial et le chrono aux Europes. Heureusement, Demi Vollering va porter haut et fier le maillot de champion d'Europe. Et ça va faire du bien à ce maillot-là. Mais alors, en termes de couverture médiatique, effectivement, ça vaut pas une plus grande course, voilà. Par contre, c'est quand même l'année où il y a eu le plus de médias, c'est ce qu'ont dit mes collègues journalistes. Donc, c'est une course qui quand même grimpe, et la présence de Vingegaard, d'Evenepoel, de Pogacar a forcément participé, contribué à ce soutien médiatique, mais qui a commencé un petit peu tard du fait de la présence du Rwanda. Avant le Rwanda, il y a eu le Canada, avant le Canada, il y a eu les Tours de France, et le championnat d'Europe cherche sa place. Elle est pas facile une semaine après le championnat du monde, mais force est de constater qu'on a eu des belles courses et un plateau incroyable. Donc finalement, c'est peut-être pas une mauvaise solution d'avoir cet enchaînement, championnat du monde, championnat d'Europe, qui permet aux coureurs de rester sur la lancée. L'an prochain, ce sera... Est-ce que tu as vu l'info? Bien sûr que non. Et ben l'an prochain, ce sera en Slovénie, à Ljubljana, évidemment pays de Tadej Pogacar, qui, il est fort probable, sera encore de la partie. Alors, espérons que cette fois, il soit plus champion du monde. Honnêtement, il a intérêt d'être de la partie, évidemment. C'est à domicile. Il dit, la dernière fois, ce coup-ci, il est venu parce qu'il y avait sa copine qui était là. Là, il y aura ses parents et tout. C'est bon. Effectivement, autant il passera qu'il y aille. C'est ça, autant il passera du temps avec Kurska, comme il l'a annoncé, que ça avait joué dans sa décision. Et là, en plus, ce sera chez eux. Donc, il y a toutes les chances qu'il y soit, et si ça reste à la même date, parce que ça reste une incertitude, eh bien, il pourrait enchaîner Canada, donc là aussi ce sera un gros voyage, Canada et ensuite championnat d'Europe, évidemment, en Europe, et en Slovénie, donc il faudra quand même encore rajouter des heures d'avion à l'Est. Mais c'est surtout que c'est des heures avec des décalages horaires. Exactement. C'est surtout ça le problème. Écoute, on parle de la course. On n'a pas été déçus. Tu veux parler de quoi? De Paul Sexas, qui est un maître à l'heure actuelle pour le clan français, ou de Vingegaard qui a pété à Saint-Born? Tu préfères quoi? Je te laisse choisir, Louis. Écoute, Vingegaard, honnêtement, tout le monde n'était pas au courant qu'il était au départ. Parce que finalement, il y a eu... C'était la première fois pour lui, en sélection. Tu vois, il fait peu de courses d'un jour. Et alors, c'était un vrai scoop. Un ancien vainqueur du Tour de France qui fait des courses d'un jour et un championnat, c'était un vrai scoop. Et pour autant, il y a eu tellement d'actualités avant et tellement le focus sur Pogacar, sur Evenepoel et sur l'équipe de France que c'est passé un peu inaperçu. Donc finalement, non, ça, je n'ai pas très envie d'en parler. Pour moi, c'est un excellent coureur de grand tour, évidemment. Et c'est très bien qu'il soit spécialisé là-dedans, ça me choque pas qu'il soit pas spécialiste des courses d'un jour. Bon, parlons alors de la récolte française. Ouais, avec le relais mixte qui a démarré très très fort ce championnat d'Europe. Alors ils ont effectivement bien pris le relais des chronos, où on avait eu déjà de belles courses, mais avec cette victoire sur le relais mixte, c'est la deuxième fois que la France remporte cette épreuve. Et avec des changements stratégiques qui ont été faits au vu du parcours et au vu de l'enchaînement Rwanda-Ardèche, avec notamment l'entrée en liste de Marion Borras dans le trio féminin, et qui forcément a apporté ses fruits avec cette belle victoire, seulement 6 secondes d'avance, et ça compense un petit peu les 5 secondes de retard. Exactement, du championnat du monde qu'on a quand même un peu en travers. Non, par contre, chez les hommes, Paul Sexas, 3e, 19 ans, incroyable. Il est monstrueux, on n'a plus les mots, on a essayé de pas forcément trop en parler jusqu'à maintenant. Sauf que là, la performance est majuscule, qui que tu sois. Et en plus, il a 19 ans, le gamin, c'était ses premières sélections en élite. Et on dit que l'enchaînement est difficile. Rwanda, 260 km,
5000 mètres de D+, le voyage et ensuite Europe, parce qu'on n'en parle pas, mais le parcours, alors c'était plus court, certes, 165 km, mais avec un dénivelé positif et un parcours extrêmement difficile, la montée du Val d'Enfer, la montée de Saint-Romain-de-Lerps, qui était extrêmement pontue, et une course en plus tactiquement difficile, qui aurait pu se jouer à l'inverse de Kigali où c'était limpide, qui aurait pu jouer des mots de Thomas Voeckler à n'importe quel moment, donc il faut faire preuve d'une certaine maturité. Et voilà, au bout de quelques mois de saison. Une course qui aurait pu se jouer à n'importe quel moment s'il n'avait pas eu Tadej Pogačar, clairement. On ne savait pas dans quelle montée il allait. Voilà. Est-ce que ça serait pas un peu frustrant de le voir dominer à ce point? Moi, je pense qu'on va faire une émission exprès sur Tadej Pogačar, parce que là, clairement, il a écrasé encore une fois la concurrence. Il prend 1 minute d'avance et ensuite il gère, quoi. Mais c'est exactement sa stratégie, j'en avais déjà parlé après les classiques notamment, où il attaque assis, ça, on a fait un show entier là-dessus, et derrière, comme tu dis, il fait un gros effort où il fait péter tout le monde, et là c'est lunaire ce qu'il fait. On estime à plus de 7 watts par kilo sur une vingtaine de minutes, ce qui est lunaire. C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est des vitesses ascensionnelles à plus de 2 mm par heure, c'est à ceux que ça parle. Et il fait surtout péter de la roue un Tadej Pogačar, un Remco Evenepoel qui se gare littéralement, genre... Voilà, en faisant en plus un signe du genre je peux pas quoi, juste blasé quoi. Paul Sexas qui a essayé de les suivre en disant, en déclarant dans la presse, j'ai voulu essayer de les suivre, voir ce que ça faisait. Ouais, c'est ça. Et voilà, pas mal quand même. Il a dû voir Pogačar qui avait pourtant annoncé que pour faire ça, il fallait vraiment être super fort parce que la course étant plus petite, le profil un peu plus punchy, c'était plus difficile de faire péter tout le monde. Bon, finalement, il est parti encore plus loin que le championnat du monde, il est parti à 75 km de l'arrivée. Champion du monde. Est-ce qu'on en parle qu'ils finissent à 17 coureurs? Alors ça, c'est un vrai problème. En MotoGP, ce week-end, ils ont fini à pareil. Non mais c'est quand même assez... Sauf qu'ils étaient 20 au départ, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, ils étaient 100. Ils étaient une centaine au départ. Et qui finissent qu'à 17. Bon, après, il y a des questions de chrono, justement. C'est ce que tu m'as dit. Alors déjà, ils étaient moins nombreux qu'au championnat du monde. Parce que le championnat du monde, ils ont fini à 30. Donc ça fait quand même 2 championnats majeurs où le profil est similaire et où les résultats sont similaires. C'est un petit peu dommage de ne pas voir des parcours un peu plus différents, parce que par exemple un Van Der Poel ou un Van Aert, pour ne citer que, ne sont pas venus ni à l'un ni à l'autre, ou un Tim Merlier même, parce que ils n'avaient aucune chance. Ils n'avaient aucune chance, donc ils ne sont pas venus. Et de fait, on se retrouve dans cette situation, avoir le même vainqueur, et ça c'est un petit peu dommage. On aurait pu essayer alterner un petit peu les profils de façon à ce qu'il y ait... ce soit pas le même coureur qui gagne. Qui gagne tout et que les courses soient différentes et qu'il y ait encore plus de monde. Rajoute un Van Der Poel et un Van Aert au départ, d'un championnat d'Europe par exemple, ça aurait encore plus attiré les foules sur le bord des routes ce week-end. Non, c'est clair. Et après, le fait aussi que ça soit un parcours en boucle, alors facilite l'abandon, clairement. En fait, si c'est un grand parcours, on va dire, s'ils abandonnent, ils doivent quand même rentrer. Donc, non, ok, il y a des voitures, voilà, mais... En fait, là, la dernière petite boucle faisait à peu près 7 km, et du coup, les commissaires arrêtaient les coureurs pour éviter qu'ils se fassent rattraper par Tadej Pogačar. Donc, il y aurait eu plus de finishers sur une boucle plus longue, des coureurs qui auraient tenu à finir, parce qu'on n'abonne pas sans raison, tout simplement. Mais là, ils ont été obligés d'arrêter, donc ça explique aussi le faible nombre de coureurs à l'arrivée, le fait qu'ils étaient moins nombreux au départ et obligés d'arrêter. Que les commissaires aient bloqué finalement. Les parcours étaient extrêmement difficiles et il faut que ça tourne, il ne faut pas que ce soit chaque année et peut-être même pas 2 fois dans l'année aussi dur parce que malheureusement ça fait que certains tout simplement ne participent pas. Chez les femmes, on a vu des performances plutôt intéressantes aussi. On a vu une splendide victoire de Demi Vollering à la Tadej Pogačar finalement, qui a fait péter tout le monde après un train d'enfer mené par les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas ils se payent le luxe de rouler devant, derrière parce que de toute façon... Mais c'est normal, ils sont beaucoup. Oui, puis elle était tellement devant qu'ils roulaient derrière pour la médaille. Et derrière la médaille, roulait pour le petit groupe qui constituait le peloton. Donc voilà, pour le coup, elles se sont pas marchées dessus, chacune était à son niveau. Et Demi Vollering qui pour la première fois, et c'est assez étonnant quand on connaît le palmarès de Demi, c'est la première fois qu'elle va porter un maillot distinctif. C'est très très intéressant. Hors maillot jaune du Tour de France, oui, à l'année en tout cas. Et du coup, elle s'est dit extrêmement émue et fière d'avoir cet honneur pour la saison prochaine. Et on espère que ça va, comme on le disait tout à l'heure, participer à l'essor de ce titre de championne d'Europe qui montre que ça, vu les palmarès, c'est quand même pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, écoute, on va passer à la planète vélo. Et moi, j'attaque avec une news qui m'a fait énormément plaisir et sourire. C'est Jan Willem van Schip, bon, je ne sais pas le dire, sur une course nationale aux Pays-Bas. Je vois qui c'est. Tu sais qu'il est multiple champion du monde sur la piste. Écoute, en tous les cas, il a annoncé quand même, après sa victoire, que la performance progresse lorsque vous osez innover.
je pense qu'il parle soit de son guidon, soit de ses lunettes, soit de son casque. Je vous ai mis la photo pour vous montrer. Honnêtement, ça ne me dérange pas d'aller moins vite. Je vous laisse nous marquer en commentaire ce que vous pensez de ce style assez incroyable, de son vélo assez incroyable. Il fait 1m90, il ne fait pas 2m50. Hein. Donc, toi, tu pourrais avoir quasiment le même style. On était face à face en poursuite lors de mon premier championnat du monde sur piste. Il était beaucoup moins fort à ce moment-là, parce que j'avais fait un meilleur temps que lui. Depuis, il a eu un palmarès que je n'ai pas eu. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Son cintre, c'est ça moi qui m'intéresse le plus. C'est un TOT Engineering qui est effectivement très étroit avec un flair très important et qui sera interdit l'an prochain bien sûr. Rappelle-toi que Jan Willem van Schip avait été déclassé d'une course parce qu'il utilisait un cintre qui avait été interdit au moment où les commissaires l'ont vu. Qui bougeait. Non, ça a toujours été interdit sur route quand même, les cintres mouvants, même si ça existe en triathlon. Mais il était extrêmement allongé de façon pour poser ses coudes, ils appelaient ça le breakaway, et finalement ça avait été interdit, c'est au moment où ils ont interdit les appuis sur les avant-bras en fait du cintre. Et on lui avait vu, c'était au Tour de Belgique, il s'était vu refuser le départ, finalement on lui a dit vas-y pars. Ensuite il avait fait la course, il était en échappée du coup avec ce cintre, et pendant la course on lui dit finalement non, t'es déclassé. Toi, écoute, hein, des petits détails. On passe à des nouvelles un peu plus inquiétantes chez Cofidis. On a eu pas mal d'infos ce week-end. Ça va? Ils sont bons les pancakes? Ah ouais, moi je me régale. J'imagine. Alors, Cédric Vasseur, après plusieurs années de bons et loyaux services, a été remercié de son poste de manager général. Peut-être que c'est lié au fait que Cofidis va quitter le World Tour et peut-être même ne plus être dans les deux premières pro teams. On sait que les deux premières pro teams donnent quasiment les mêmes droits qu'en World Tour, c'est-à-dire que tu as ton ticket d'office pour les courses World Tour, dont le Tour de France, mais la possibilité de le refuser. Donc c'est limite les places idéales en fait. Oui. Mais il y aurait peut-être même plus ça, ce qui remet ce qui soumet leur participation au Tour de France à une invitation. Et c'est pas génial pour les sponsors parce qu'ils veulent bien sûr être sur la grand-messe de juillet, mais c'est pas la position parfaite. Mais bon, Cédric Vasseur remercié, et c'est Raphaël Jeune qui a fait participer à l'essor et au succès de la marque Look. Qui prend les rênes depuis la semaine. À voir un peu, il y avait eu 2-3 mouvements de coureurs justement qui avaient été un peu commentés avec Cédric Vasseur dans cette année ou même les années précédentes. On va voir si un peu la dynamique de l'équipe va changer, ça va être très intéressant. Et en parlant d'équipe française, Arkea, on a eu on en est où là de leur recherche de sponsors? Alors on n'a pas eu de nouvelles officielles, pas de communication de la part de l'équipe ou de Manu Hubert. Évidemment, plus les jours passent et plus la situation est inquiétante, voire sans issue. Pour l'équipe bretonne, c'est évidemment extrêmement regrettable, mais il semblerait quand même que l'avenir s'assombrit, c'est qu'on soit dans une situation qui ne puisse pas s'améliorer, parce qu'on arrive vraiment tard dans la saison. On ne voit pas le l'UCI, la signature des contrats. En fait, à partir du 15 octobre, les coureurs sont libres de leur contrat. Donc si rien n'est officiellement annoncé, au moins en interne, avant le 15 octobre, les coureurs sont libres de partir sans aucun frais, sans aucun dédommagement. Et donc, si à cette date-là, il n'y a pas officiellement quelque chose, on pourra considérer que c'est fini. Que c'est mal engagé, pour l'instant. Allez, écoutez, c'est tout pour ce GCN Show du mardi. Mercredi, on se retrouve pour le GCN Ride. On reprend les bonnes habitudes. Et puis, nous, on se retrouve mardi prochain. On va vous préparer pas mal de petites vidéos. On se retrouve bien avant ça, Max. Sur le Rock d'Azur, si vous passez par là, on y sera avec dans l'idée de partager du temps avec vous, de filmer certes, mais surtout de faire partie de l'événement et de nouer un peu du lien avec deux événements principaux, une avant-première qui sera jeudi soir sur le stand Canyon à 18h, et un deuxième, on participera à la rando gravel le vendredi, 70 km de rigolade. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser tous ensemble, et dans tous les cas, bonne semaine. À bientôt. À bientôt.